Bonjour. Eh bien, je suis ravie de vous accueillir pour ce premier congrès sur le thème de la santé, du travail et de l'addictologie. C'est un congrès donc, qui est organisé par l'association Additra en partenariat avec des associations de recherche, d'enseignement, de professionnels du secteur du monde du travail et de l'administration et du secteur des addictions. C'est en ce sens que c'est un moment qui va être important, avec différents regards, différents points de vue, et on est ravis que les 600 congressistes que vous êtes puissent représenter l'ensemble des différents secteurs. Alors pour décrire cette complexité qui nous attend, le challenge pendant 2 jours d'avancer ensemble sur cette passionnante mais néanmoins épineuse question, nous aurons différents temps en conférence, en plénière et en atelier. C'est important de respecter le temps d'apport, le temps formel, mais aussi les temps informels, parce qu'on sait que ça passe aussi beaucoup par ces moments d'échange. Donc, pour respecter ce timing, je vous propose tout de suite de passer la parole à Monsieur Gilles Lecoq, donc délégué général de la mission interministérielle à la lutte contre les drogues et les conduites addictives. Est ouvert? Ah oui. Mesdames, Messieurs, je souhaite tout d'abord remercier les responsables de ce congrès, notamment la présidente de l'association Additra, Madame Gladys Lutz, d'avoir invité Danielle Jourdain-Méninger, présidente de la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives. Danielle Jourdain-Méninger est en déplacement à l'étranger et c'est pourquoi je la représente aujourd'hui pour l'ouverture de ce qu'il est possible de considérer comme être l'une des plus importantes manifestations de ces dernières années sur la question de l'addictologie et du travail. Comme vous ne le savez peut-être pas encore tous, la MILT, Mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie, service placé sous l'autorité du Premier ministre, est devenue par décret du 11 mars 2004 la MILDK, Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives. Ce décret étend juridiquement le champ d'action de la mission interministérielle à l'ensemble des addictions avec ou sans produit et introduit par voie réglementaire le concept de conduites addictives. Depuis plusieurs années, la MILDK met en avant la thématique des addictions dans le monde du travail, en particulier dans le cadre du programme de soutien à la recherche en prévention PrèvDrogue. Elle est donc tout naturellement partenaire de ce congrès auquel elle a apporté une contribution financière. L'importance de cette thématique explique qu'elle soit l'objet de débats et discussions à l'échelle de l'Europe. Dans le cadre du Conseil de l'Europe et plus particulièrement du groupe Pompidou, dont la France assure la présidence jusqu'à la fin de l'année 2014, les travaux engagés sur les conduites addictives en milieu de travail ont abouti à la définition d'un cadre de référence. Il vous sera présenté durant ce congrès. Ce congrès s'inscrit de fait pleinement dans les axes prioritaires du plan gouvernemental de lutte contre les drogues et les conduites addictives 2013-2017 qui a été finalisé donc à la fin de l'année 2013. L'originalité de ce congrès, et les organisateurs l'ont clairement pensé et voulu comme tel, repose sur le dialogue entre professionnels qui travaillent généralement peu ensemble, chercheurs et praticiens, monde du travail, professionnels de l'addictologie. Par là même, ce progrès entre en écho avec la concertation que la présidente de la MILDK a placée au cœur de l'élaboration de la stratégie du gouvernement. Le partenariat entre acteurs des politiques publiques est en effet une condition essentielle de réussite, tant en termes de prévention et de soins qu'en termes de lutte contre la délinquance et les trafics. Le plan gouvernemental de lutte contre les drogues et les conduites addictives s'est fixé en milieu professionnel 2 priorités. La première de ces priorités, c'est fonder l'action publique sur une progression des connaissances sur les liens entre usage de produits psychoactifs et vie au travail. La réponse apportée doit s'appuyer sur des données scientifiquement validées
et ce à tous les niveaux d'intervention, notamment en matière de prévention. Sur un sujet aussi sensible que les consommations de produits psychoactifs en milieu de travail, il convient, pour s'inscrire dans l'efficacité, de se débarrasser des postures idéologiques et de travailler sur les représentations en communiquant mieux sur les données scientifiques. C'est par la voie de l'enrichissement des connaissances relatives à l'évolution des consommations de substances psychoactives en milieu professionnel et à leur impact sur le travail, en particulier l'absentéisme, les inaptitudes, les accidents de travail, l'altération des relations de travail et des performances de l'entreprise. C'est par la voie de l'amélioration de la compréhension des interactions entre travail et conduite addictive que la recherche nous permet à nous, décideurs et professionnels, d'affiner les réponses pour améliorer la qualité de vie au travail de tous. Il convient également de partir des évolutions sociologiques du contenu, de l'organisation et du sens du travail pour comprendre, prévenir et prendre en charge les conduites addictives des salariés et des agents de la fonction publique. Le plan gouvernemental s'attache en effet à ce que les secteurs privés et publics progressent sur ces questions dans un même mouvement. La seconde priorité pour la MIDECA, comme pour la Direction générale du travail, c'est la mise en place de politiques de prévention collective des conduites addictives dans les entreprises, quelle que soit leur taille, ainsi qu'au sein des services publics. Ces politiques doivent s'appuyer sur le développement des connaissances scientifiques et sur le dialogue social. Avec plus de 22 millions de personnes salariées, secteur privé et public confondus, prévenir efficacement sur le lieu de travail est une évidente nécessité. L'insertion dans l'emploi, s'il protège statistiquement des conduites addictives, peut aussi devenir une occasion de consommer et même une incitation. En 2012, un guide avait été ainsi publié à destination des entreprises pour proposer un mode d'emploi de la prévention collective dans les entreprises. Cependant, la prévention dans le monde du travail, comme dans d'autres milieux, ne se limite pas à l'information et au dépistage. Il faut former, repérer, sensibiliser, accompagner. Il faut partir des pratiques professionnelles pour construire une politique de prévention et non l'inverse. Il nous faut en particulier développer le repérage, notamment le repérage précoce et l'intervention brève par les médecins du travail ou de prévention. Ces méthodes ont fait leur efficacité, ont fait la preuve de leur efficacité. Vous reviendrez sur ce sujet lors de l'atelier qui leur est consacré. Le plan gouvernemental très orienté sur les pratiques professionnelles prévoit donc de favoriser la formation des professionnels de la santé et des acteurs de l'entreprise et des services publics. Pour aborder la question des conduites addictives en milieu professionnel, il faut pourtant dépasser l'approche risque professionnel et replacer la prévention dans l'objectif plus large de promotion de la santé et d'amélioration de la qualité de vie au travail. Qualité de vie au travail, mais c'est aussi la qualité du travail et l'image et la performance de l'entreprise qui sont en jeu. De nombreux acteurs ont ainsi leur rôle à jouer, les représentants du personnel au CHSCT, les médecins du travail et de prévention, les services de ressources humaines, les personnels d'encadrement et les dirigeants. Sachant qu'une politique de prévention doit être portée au plus haut niveau de responsabilité pour mobiliser l'ensemble des acteurs. Cette politique de prévention, elle doit pouvoir s'appuyer sur l'offre et sur la diffusion aux entreprises et à leurs acteurs de connaissances, d'expertise, de méthodes, de programmes, de modèles, facilitant la mise en place de ces politiques de prévention et pour qu'elles soient adaptées. C'est le rôle des pouvoirs publics et c'est en particulier celui de la MIDECA. La MIDECA a pour ce faire mis en place une nouvelle commission interministérielle de prévention des conduites addictives. Elle réunit tous les ministères et organismes concernés par la prévention, dont le ministère du Travail et l'INRS. Cette commission s'attachera à renouveler l'approche de la prévention, y compris dans le monde professionnel, à travers la promotion de programmes de prévention et la diffusion des bonnes pratiques scientifiquement évaluées.
Vous l'aurez compris, le congrès qui nous réunit aujourd'hui avait toute vocation à être soutenu par la MILDECA, tant il participe de ce travail de fond que nous avons à mener pour construire une politique publique à la hauteur des enjeux de santé et de sécurité, de bien-être au travail et de dialogue social. Du portage conjoint de ce congrès par 4 organisateurs reconnus des mondes de la recherche et de la dictologie, de la diversité des thèmes abordés et de la qualité des intervenants au cours de ces 2 jours, de l'audience dont ils bénéficient à l'occasion de cette ouverture, il est possible d'augurer du plein succès de ce congrès. Il sera incontestablement mérité. Je vous remercie et je vous souhaite un très bon congrès. Merci beaucoup, monsieur le délégué, de ce discours d'ouverture qui placerait joliment une approche pragmatique, basée sur l'ensemble des compétences des acteurs et puis sur l'implication de la MILDECA par rapport à la mise en place de la commission interministérielle et de son plan stratégique. Je passe tout de suite la parole à Pierre Falzon, qui est directeur donc, du Centre de recherche travail en développement du CNAM. Merci Madame la Présidente. Bonjour à tous. Je dirige effectivement le Centre de recherche sur le travail et le développement et je voudrais commencer par dire quelques mots sur les raisons pour lesquelles on a souhaité non seulement s'associer mais contribuer à l'impulsion de cette manifestation. Alors, pourquoi dire un mot sur les raisons? C'est parce que ce n'est pas nécessairement évident de faire le lien, d'une part, entre le travail et la prise de substances psychoactives, d'autant que cette prise de substances psychoactives est le plus souvent associée à des déterminants individuels. C'est un des objectifs de ce congrès qui est mis en avant par son titre même, que d'établir le lien entre travail et prise de substances psychoactives. Et une deuxième raison pour laquelle je voudrais justifier notre présence, c'est qu'on peut s'interroger sur la question du développement. Le centre que j'ai la chance de diriger actuellement, c'est le centre de recherche donc, sur le travail et le développement, et en quoi est-ce qu'on peut considérer que la consommation de substances psychoactives est un facteur de développement. C'est évidemment très très peu canonique de poser les choses comme ça. Alors, on ne va pas le poser comme opérateur de développement, mais on va essayer de comprendre en fait le rôle de la prise de substances psychoactives dans les transactions qui sont opérées par les personnes entre eux-mêmes et leur environnement de travail, la prescription du travail, les contraintes du travail, les règles, les conditions du travail. Depuis très longtemps, la psychologie du travail, la clinique de l'activité et l'ergonomie ont posé l'activité de travail comme une activité transactionnelle entre la personne et son environnement, les conditions dans lesquelles il est placé. Cet environnement peut être plus ou moins capacitant, plus ou moins favorable, plus ou moins délétère. Et toute la recherche sur l'homme au travail depuis des années a mis en évidence que l'opérateur n'était pas inactif dans cette transaction, il déploie des stratégies pour faire face à ces conditions de travail et cet environnement. Stratégie de prudence, stratégie de défense, stratégie de développement aussi. Et aussi, et c'est là le propos de ce congrès, stratégie paradoxale, dans lesquelles la prise de substances psychoactives apparaît comme une réponse, une stratégie déployée face aux conditions dans lesquelles les personnes sont placées. Alors, ces stratégies paradoxales ont toujours existé, même s'ils n'ont pas toujours été identifiées comme telles. Elles prennent aujourd'hui des formes différentes et une ampleur différente du fait des transformations du travail. Intensification, injonction contradictoire, demande accrue d'implication subjective, personnelle et atteinte au sens du travail. C'est cette problématique qui est posée pour ce congrès pour la première fois, et en ce sens-là, c'est un événement.
L'objectif de votre travail pendant ces 2 jours, c'est d'approfondir cette problématique, de mieux comprendre les dynamiques dans lesquelles s'inscrit la prise de substances psychoactives. Je vais en tenir là. Je voudrais terminer en remerciant d'une part les 2 organisatrices qui ont contribué à la mise en place de ce congrès, Dominique Lhuillier, Gladys Lutz, et je voudrais remercier d'avoir pensé à ce que le CRTD pouvait jouer un rôle dans cette initiative. Je remercie évidemment aussi les autres partenaires qui se sont associés à cette manifestation, et je voudrais adresser des remerciements tout à fait particuliers à Gladys Lutz pour son implication très importante dans la mise en place de cette manifestation, et sans elle, je pense que ceci n'existerait pas. Et donc, je vous propose, pas de m'applaudir, mais de l'applaudir elle. Merci, Monsieur Falzon. Est-ce que Gladys, nous attendons Monsieur Lou ou on va... Alors, je vais donner la parole donc à Jean-Pierre Coutron, le président de la Fédération Addiction. Bonjour. À mon tour de vous saluer et de vous remercier de votre présence nombreuse. Ma parole sera celle d'un des addictologues dans le tour de table, pour dire que quand cette proposition nous a été faite en tant que fédération d'addictologie, on a trouvé qu'effectivement elle tombait à point. Parce que depuis le milieu des années 90, la prévention des mésusages de substances psychoactives se déploie, se généralise dans le milieu professionnel, et avec au double sens, c'est-à-dire qu'on est appelé dans de plus en plus d'endroits pour intervenir, et puis on a bien vu que, par exemple, la différence entre licite et illicite s'estompait, et qu'on était amené à intervenir sur un ensemble de substances et de conduites. Et on peut se demander si on avait suffisamment pris la mesure de ces évolutions et des problèmes que ça pose, et si ce n'était pas intéressant de marquer un peu le pas et de regarder un peu qu'est-ce qui se cachait derrière toutes ces demandes qui ont surgi. Pour nous, ce mouvement des années 90, il avait un autre écho pour les addictologues, entre guillemets, parce qu'il était contemporain d'une évolution sociétale sur laquelle nous avons beaucoup travaillé et qu'on a résumé d'une expression un peu valise, un peu passe-partout, mais qui veut dire des choses professionnellement dans l'addictologie, la notion de contexte addictogène. Et on a chopé 3 points pour décrire ce contexte addictogène. La mutation des contenants socio-économiques, vous y faisiez allusion, culturels, familiaux, qui vont jusqu'à modifier le sentiment d'appartenance, qui est quelque chose d'important, appartenance dans une société où l'individu, le singulier, pour reprendre l'expression de Danilo Martuccelli au colloque de Toulouse, où on avait commencé à travailler ensemble avec Dominique Lhuillier et Gladys Lutz. Premier champ. Deuxième champ, l'augmentation des facteurs de vulnérabilité. La désocialisation, le chômage, la précarisation d'un certain nombre de postes qui multiplient les tensions autour de la notion de précarité, d'exclusion d'une part, mais aussi qui survalorisent la notion de performance, la réussite à tout prix avec ses exigences de zéro défaut. Et puis le troisième point, plus culturel, ce renforcement des simulations sensorielles via le marketing, les nouvelles technologies, qui ont pour résultat de mettre les notions d'intensité et de rapidité, d'habitude rattachées à l'expérience addictive, au cœur de bien des expériences de vie, aussi bien dans le monde du travail que dans le monde des loisirs. Eh bien, vous l'avez évoqué, le monde du travail a vécu pendant cette période ces mêmes évolutions que nous n'avions probablement pas aussi finement analysées, et elles nous exposent aux mêmes contradictions d'une société addictogène qui d'un côté n'en finit pas de donner des raisons de consommer, tandis que de l'autre, l'ambition du zéro défaut, de la qualité absolue, impose ou imposerait une abstinence et un comportement d'hypercontrôle. Hyperstimulation versus hypercontrôle. Ces tensions, à l'évidence, augmentent les tensions, compliquent la construction des moyens d'autocontrôle, mettent à l'épreuve les différents acteurs de la prévention, du soin, de la sécurité et de la santé. Elle nous invite donc à mieux comprendre ces interactions
entre la personne et son travail pour explorer ce qui pourrait être une prévention en milieu professionnel. Quels sont ses effets attendus? Amélioration de la santé ou de la sécurité? Ou les deux? Et ce débat entre sécurité et santé, d'une certaine façon, ceux qui mènent les batailles pour les salles de consommation au moindre risque, pour le développement de la réduction des risques, le connaissent sur un autre versant, dans la société. Pareil, quelle est la place des cadres réglementaires ou quelle est la place de l'autocontrôle, de l'accompagnement de la personne? Ça aussi, c'est un débat que nous avons l'habitude de croiser dans notre travail. Et puis enfin, vous l'avez rappelé, un certain nombre de paradoxes, l'ubiquité des substances psychoactives, qu'elles soient licites ou non, à la fois poison et médicaments, risques et ressources, éléments d'intégration et de sens ou d'exclusion et d'irresponsabilité. Pour l'usager, nous le savons, l'usage est bien souvent une solution avant d'être un problème. Alors dans le monde du travail, comme dans ces univers où se déploient ces conduites, l'école, les loisirs par exemple, il est nécessaire de reprendre ce questionnement. La prévention est-elle une simple identification des conduites, une réduction des dommages ou une transformation du cadre? Ou peut-être plus simplement la relance d'une interaction positive entre ces différents modes d'action? C'est ce choix qui avait été fait par les organisateurs de ce congrès, par l'équipe du CNAM, par Gladys Lutz pour Aditra, avec l'aide du GEST et le soutien de la MILT. Accepter l'ambivalence des consommations, les décrire, les comprendre, n'est pas vouloir rester passif, mais bien, comme le soulignait l'argumentaire, se donner les moyens d'agir et le faire, et ce n'est pas la moindre des choses, en s'intéressant à ces paradoxes pour ouvrir les angles morts, pour ouvrir des pistes de recherche, pour ouvrir des secteurs où on va pouvoir essayer de comprendre autrement. Alors en tant que Fédération Addiction, nous défendons cette idée que la diversité des addictions invite à proposer une diversité de réponses, ce continuum étagé et diversifié. Et donc c'est avec plaisir que nous avons accepté cette invitation d'être là pour transmettre quelques savoirs, mais surtout pour apprendre pour la première fois d'un colloque organisé par des non-addictologues avec des addictologues. Et c'était le défi qui nous intéressait, apprendre ensemble comment, dans ce milieu professionnel, nous pouvons agir autrement. C'est une démarche qui, à l'intérieur de la fédération, a été portée par certains de nos administrateurs. Mais ici, je voudrais plus particulièrement, moi aussi, rendre hommage à Gladys Lutz. Vous le voyez, cheville ouvrière, dernière stakhanoviste bienveillante du monde du travail, qui même maintenant continue de boucher les trous, d'identifier les absents. Ce type de congrès s'est porté aussi par une équipe de bénévoles, je tiens à le dire, parce que c'est aussi quelque chose d'important. Et on va vous demander pendant ces 2 jours d'avoir cette petite attention bienveillante pour finir de faire en sorte que tout se passe très bien et que demain soir, tout ait été respecté, les délais, les thèmes, les plénières, les présences, les repas. Merci à vous et bon congrès. Merci Jean-Pierre. Pour que les congressistes qui viennent nous rejoindre puissent pouvoir mettre en œuvre l'hyperstimulation que nous allons leur proposer et en même temps des temps de contrôle, je vous propose de leur faire une place pour qu'ils puissent quand même s'installer correctement, parce que je vois plein de personnes sur les escaliers, donc voilà, n'hésitez pas à vous installer, il reste de la place, c'est toujours comme ça quand on arrive. C'est l'éternel débat des colloques, voilà, les marges sont préférées au centre. N'hésitez pas à descendre et à vous installer correctement pour pouvoir profiter pleinement du congrès. Donc, je suis ravie d'accueillir Valérie Guiguer, donc, qui est la secrétaire générale du DIMGEST, donc le groupe d'études sur le travail et la souffrance au travail. Valérie. Vous m'entendez là? Oui. Bonjour à tous. J'ai le plaisir d'accompagner le DIMGEST, qui est un programme depuis 2012. Nous sommes là et nous apportons notre soutien à ce premier congrès sur la dictologie. Le programme DIMGEST est doté d'une enveloppe qui nous est apportée par le Conseil régional d'Île-de-France pour regarder le travail, travailler sur le travail. La particularité de ce programme, c'est de mettre en place des systèmes de financement, d'allocation, mais aussi de manifestations scientifiques comme celle-ci.
Et la particularité, c'est d'apporter donc un regard croisé, inter et pluridisciplinaire. Et je crois qu'ici, vous allez aussi avoir cette démarche. Voilà, je souhaite saluer cette initiative que nous avons relayée, nous, à mi-parcours, auprès du Conseil régional scientifique, qui nous a demandé de nous pencher aussi, dans le cadre de nos recherches, sur les addictions. Et donc, j'ai vraiment beaucoup de plaisir à revenir ici, puisque nous avons tenu notre colloque l'année dernière dans ces mêmes murs, et que nous espérons avoir la chance de vous proposer un autre colloque l'année prochaine, en ce lieu et place. Merci à tous et très bon congrès. Merci Valérie. Et pour conclure cette plénière d'ouverture, donc je passe la parole à Gladys Lutz, présidente de l'association Aditra, et comme vous l'avez compris, la cheville ouvrière de ce congrès. Merci Nathalie. Alors moi, je ne vais pas du tout rentrer dans le contenu, on aura l'occasion de le faire au cours de ces 2 journées, mais je voulais vraiment vous remercier à la fois les intervenants et les congressistes de la confiance que vous avez fait en venant aujourd'hui et en restant sur ces 2 journées. Bon, comme le titre l'indique, premier signifie que vous essuyez un certain nombre de plâtres. Et donc, voilà, on en appelle toute l'équipe, on appelle à votre bienveillance pour les éventuels retards, les badges finalement qui ont fini par être écrits à la main plutôt qu'être imprimés, enfin voilà, un certain nombre de détails. Je viens de réaliser qu'on avait oublié de mettre les chevalets. Bon, enfin, bon, voilà. Il va y avoir, je pense, un certain nombre comme ça de petites surprises qui vont émailler les 2 journées. Mais je pense que le plus important, parce que c'est là où vraiment on y a passé énormément d'énergie et de temps, c'est que vous devriez quand même, j'espère, trouver votre compte en termes de contenu. Et voilà, donc ces 2 journées, je pense que c'est l'intérêt de cette table pluridisciplinaire, ont vraiment été pensées pour essayer d'attraper la question travail, santé et usage de substances psychoactives à travers les différentes dimensions qui la construisent. Et plutôt que d'essayer d'avoir une approche polyvalente où on prendrait un peu tout et on mettrait un shaker, on s'est dit on va prendre vraiment des personnes capables d'attraper cette question et d'en parler, d'en discuter avec vous, vraiment camper sur leur approche et faire disputer les approches au sens noble. Donc voilà, j'espère vraiment que vous y trouverez votre compte. J'espère que ça vous apportera un certain nombre de réponses. Je pense que ça risque de vous apporter énormément de questions nouvelles qui peut-être seront abordées dans un deuxième temps, dans une saison 2, dans peut-être 2 ans. Mais voilà, en tout cas, vraiment, je vous souhaite un très très bon congrès. Et j'ai juste, sur les aspects pratiques, 2 choses à vous dire par rapport à... il va y avoir une signature de M. Guy Jobert pour l'ouvrage Exister au travail qui vient de sortir, et de M. Damien Cru pour l'ouvrage Le risque et la règle. Ce sera organisé à la pause déjeuner entre 13h et 14h30 en face de la table librairie. Voilà, pour ceux qui souhaiteraient même échanger avec ces professionnels de la question du travail, indépendamment de l'achat du livre, vous êtes vraiment bienvenus pour aller à leur rencontre. Et dernier mot, vraiment, je souhaiterais remercier, mais très très vivement, la collaboration, la qualité du travail qu'on a pu avoir entre co-organisateurs et remercier tout particulièrement Dominique Lhuillier et Renaud Crespin. Il faut savoir qu'on a tous fait le montage de ce congrès en plus de nos activités. Et voilà. Et entre autres activités, Renaud étant nouveau papa, ça a été, voilà, son emploi du temps est monté en puissance les derniers mois. Donc vraiment un grand merci. Très bon congrès.